Tu veux lancer une plateforme crypto et qui permet à tes utilisateurs de faire des prêts? Si c'est le cas, il y a un document d'actualité que tu dois absolument connaître. L'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, vient de publier un question-réponse qui est appelé le Q&A 2883. Ce question-réponse répond à la question suivante. Les PSAN ou les CASP peuvent-ils proposer des services de prêt en cryptoactifs dans le cadre des agréments MiCA? Et si oui, à quelles conditions, notamment en ce qui concerne l'utilisation des cryptoactifs de tes clients? Concrètement, le régulateur va chercher à savoir si un prestataire MiCA a le droit de prendre les jetons qui ont été déposés par les utilisateurs afin de les prêter ou de générer du rendement et surtout, dans quel cadre légal cela doit-il se faire. C'est une clarification assez fondamentale pour toi, le porteur de projet. Pourquoi ? Parce que si tu penses qu'un simple agrément MiCA suffit à protéger ou encadrer toutes tes fonctionnalités de yield et de prêt, l'ESMA vient de poser une ligne rouge très nette. Le lending et le borrowing ne sont pas couverts par la réglementation MiCA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'obtenir un agrément MiCA pour ton entreprise ne te donne aucun droit de prêter de l'argent de tes clients pour générer des intérêts. Et c'est là que ça devient touchy, parce que si tes fonctionnalités de prêt sortent du périmètre de MiCA, alors quelles sont les lois qui vont venir s'appliquer à ton projet et surtout de quelles licences as-tu vraiment besoin, de quelles autorisations as-tu vraiment besoin pour lancer ton activité, ton projet. Dans la crypto, on met souvent tout dans le même sac sous l'étiquette DeFi, mais en réalité, il y a deux briques distinctes qu'il faut absolument séparer. D'un côté, il y a tout ce qui va toucher au lending, c'est-à-dire le pur prêt crypto. Dans la vie de tous les jours, si tu prêtes un billet de 50 € à un ami, il repart avec ton billet. En crypto, c'est le même principe. Si tu déposes tes jetons dans un réservoir commun qu'on appelle un pôle de liquidité géré par un smart contract et que d'autres utilisateurs viennent les emprunter, alors ils repartent avec tes cryptos. C'est exactement ce que font des protocoles très connus comme Aave ou Compound. Un utilisateur A vient déposer par exemple des dollars numériques, des stablecoins comme de l'USDC et en face, un utilisateur B vient les emprunter en laissant des bitcoins ou des ethers en garantie. C'est ce qu'on appelle le collatéral, exactement comme dans un prêt sur gage. Mais attention aux pièges juridiques. Quand votre utilisateur dépose sa crypto sur Aave, il n'en est plus le propriétaire. On appelle ça une mutation de propriété. Il y a un transfert légal de son jeton vers le protocole. En échange de son dépôt, le protocole, lui, émet un nouveau jeton, comme par exemple un AUSDC sur Aave ou un CUSDC sur Compound. Mais ce jeton, ce ne sont pas des vrais dollars ségrégés, c'est l'équivalent d'un ticket de vestiaire ou une simple reconnaissance de dette. L'utilisateur ne possède plus son actif, il possède désormais une simple créance envers la plateforme. Si le protocole se fait hacker ou que l'emprunteur fait défaut, l'utilisateur risque de tout perdre. Et c'est précisément pour cette raison que MiCA, ainsi il a été reconfirmé par la question-réponse 2883 de l'ESMA, que le prêt est exclu des activités de MiCA parce que le client prend un risque de contrepartie directe. La deuxième brique qu'il va falloir regarder, c'est le yield, c'est-à-dire le rendement ou les intérêts. Là, on parle simplement d'un gain financier généré par les jetons. Ça peut venir de prêts payés par un emprunteur ou de récompenses qui sont reversées par le réseau blockchain pour la validation de blocs, c'est ce qu'on appelle le staking. Prenez Lido par exemple. Lorsque vous bloquez vos Ethereum pour sécuriser le réseau, Lido génère des récompenses régulières qui viennent augmenter la valeur ou la quantité de vos jetons. Mais là où le régulateur tique, c'est quand il regarde la nature exacte de ce flux. Il veut savoir s'il s'agit d'un intérêt contractuel, de dividendes ou de fruits civils. Si le taux varie tous les jours selon l'offre et la demande du marché, pas de problème, c'est du rendement variable classique. Mais si votre plateforme promet à l'utilisateur « dépose tes cryptos chez moi, je garantis 5% quoi qu'il arrive », alors là, vous changez de métier. Vous n'êtes plus dans du simple Web3, vous vous comportez littéralement comme une banque qui va commercialiser un produit d'épargne. Et le cadre juridique n'a alors plus rien à voir.
Du coup, une question fondamentale se pose après ce question-réponse de l'ESMA. Si ce n'est pas dans MiCA qu'il faut trouver le régime juridique, dans quelles cases vont tomber les différents projets et surtout, quelles autorisations va-t-on avoir besoin pour réaliser les différents projets? Simple, il y a 3 grands scénarios. Le premier cas, vous prêtez des jetons qui représentent des actions d'entreprise, des parts de fonds ou des titres de dette. C'est ce qu'on appelle plus communément les security tokens. Là, pas de surprise, le droit boursier traditionnel qui s'applique est la directive MiFID II et le règlement SFTR sur le reporting d'opérations de financement. Il vous faut un agrément de prestataire de services d'investissement. Autant vous dire que c'est une procédure assez lourde, très encadrée et, ma foi, assez coûteuse. Le deuxième cas, vous faites collecte avec une promesse de rendement fixe et garantie sur des cryptos classiques comme du Bitcoin, de l'Ethereum ou de l'USDC. À partir du moment où vous collectez des fonds du public avec une garantie de restitution et un taux fixe, la loi considère que vous touchez au cœur d'une activité bancaire. Il vous faut donc une licence bancaire d'établissement de crédit. Si vous lancez ça sans agrément, des autorités comme l'AMF ou la CPF peuvent fermer votre site du jour au lendemain pour exercice illégal de la profession de banquier. Troisième cas, vous proposez du borrowing à des particuliers, c'est-à-dire qu'un client dépose de la crypto en collatéral pour emprunter du cash ou d'autres jetons afin de financer des dépenses personnelles. Là, vous tombez sous le droit du crédit à la consommation. Il vous faut un agrément en tant que société de financement avec vérification obligatoire de la solvabilité de l'emprunteur, du respect du taux de l'usure et du délai de rétractation légale. En plus de cette structure de licence, le question-réponse 2883 de l'INSMA vous impose 2 règles très concrètes à intégrer directement dans votre produit. La première règle, c'est la fin de ce qu'on appelle l'effet de halo, encadré par une autre déclaration de l'ESMA, la 2329. Si votre entreprise a un agrément MiCA pour garder des cryptos, vous avez l'interdiction formelle d'afficher ce badge agréé MiCA sur l'onglet Yield ou Prêt de votre site. À la place, vous devez créer une interface transparente avec un modèle UX et un opt-in actif. L'utilisateur doit cocher une case qui dit qu'il accepte expressément de transférer la propriété des tokens et qu'il comprend bien que le prêt que vous proposez n'est pas un prêt qui est soumis aux protections des consommateurs de la réglementation MiCA. La deuxième règle, c'est celle de la répartition équitable du yield, inscrite à l'article 66 de MiCA. L'ESMA rappelle que vous devez agir dans l'intérêt du client. Et comme c'est l'utilisateur qui porte 100% du risque de perte en prêtant ses fonds, la quasi-totalité des intérêts générés doivent lui revenir. Votre plateforme a le droit de prélever une commission de gestion transparente, mais vous ne pouvez en aucun cas capter la majorité des rendements du client. Si tu es un builder, founder ou product manager Web3, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire auditer la nature de vos tokens pour savoir si vous manipulez du security token ou de la crypto qui est soumise aux réglementations MiCA. Ensuite, ne vous reposez jamais sur votre seul enregistrement MiCA pour couvrir du prêt et consultez évidemment un avocat spécialisé. Enfin, adaptez votre interface et vos smart contracts, étanchéité visuelle, consentement explicite et transparence des commissions. Voilà pour ce décryptage express du question-réponse de l'ESMA. Comme tu peux le voir, créer un produit DeFi solide ou simplement naviguer dans cet écosystème demande une vraie double expertise. Il faut comprendre à la fois la technique et le code, mais aussi maîtriser l'ensemble du cadre réglementaire. Et c'est ce qui fait la différence entre un projet qui dure et un projet qui va fermer ses portes rapidement. C'est exactement pour vous donner ces clés qu'on a créé à l'IRA, l'école de la blockchain. Au sein de notre école, on accompagne des passionnés, des investisseurs et des builders du Web3 pour leur apprendre à concevoir des projets qui soient sécurisés, fiables et parfaitement conformes. Alors, si tu souhaites te former à mes côtés et aller un petit peu plus loin sur la partie juridique pour mieux comprendre tous ces éléments, et te former avec une centaine d'autres experts sur la partie technique, tu peux prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller à l'IRA en cliquant ici. Et en plus, dans 90% des cas, les formations sont financées. Alors abonne-toi pour découvrir à l'IRA, la crypto, mais aussi l'IA et l'ensemble de nos experts. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.